Bonjour chers amis et bienvenue à votre cours, votre premier cours de 2022 qui s'intitule La Conquête. Oui, La Conquête. La Conquête, mes amis, on commence tout de suite dans le vif du sujet parce que le cours, vous l'avez déjà eu avec moi en ligne. C'est probablement un des éléments fondamentaux dans l'histoire du Québec et du Canada. C'est le moment, cette fameuse conquête où Français et Anglais vont créer un problème historique, un problème qui se retrouve toujours aujourd'hui. Donc, c'est la cohabitation entre Anglais et Français, c'est la domination perçue des Anglais sur les Français par les Français. Donc, c'est un problème qu'on a toujours, ça se répercute sur la politique actuelle, ça se répercute dans notre paysage de tous les jours, ça se répercute dans les langues qui sont parlées à Montréal et à quel endroit on se retrouve à Montréal. C'est très, très politique, cette histoire de la conquête, et ça me fait plaisir d'être l'enseignant qui va vous l'enseigner. Alors, la conquête, 1754 à 1759, c'est fondamental, et le cours d'aujourd'hui sera... Quels sont les événements qui nous amènent vers cette fameuse conquête de la Nouvelle-France des Britanniques? Et les Français vont être à toute fin pratique expulsés de l'Amérique. Donc, la conquête, c'est le cours d'aujourd'hui. En fait, c'est les événements, les guerres menant à la conquête. OK? Donc, allons-y. Alors, l'Amérique en 1750, c'est lorsque... on s'est laissé, juste avant de partir, vers 1750, l'Amérique du Nord est un territoire convoité par plusieurs forces européennes, français et anglais. Alors, regardons ici la carte. Alors, la carte que vous voyez ici, c'est une carte que vous avez vue en classe, que vous reconnaissez un peu. Donc, c'est la Nouvelle-France vers 1750. Nouvelle-France, on a aussi les colonies anglaises, les futurs États-Unis ici, qu'on leur nomme 13 colonies. Il y a la baie du Tson, que l'on nomme la terre de Rupert. On va l'appeler la baie du Tson durant ce module-là. Vous avez Terre-Neuve, vous avez l'Acadie ici. Vous avez aussi des territoires que vous voyez qui est hachuré, qui est comme à moitié rouge et à moitié vert. OK, c'est peut-être bleu, là, je suis daltonien. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est des territoires qui sont contestés entre l'Angleterre et la France. Juste, petite note, vous avez aussi l'Espagne qui est en Floride et dans l'ouest des États-Unis que l'on connaît aujourd'hui. Okay? De là, les noms espagnols, lorsque vous allez en Floride et en Californie, au Nouveau-Mexique, il y a beaucoup de noms de villes que c'est des noms espagnols. Donc, plusieurs puissances européennes en Amérique à ce moment-là. Donc, vous avez les Anglais et vous avez les Français qui sont là. Donc, les Français, ça s'étend de l'Est du Canada jusqu'en Louisiane, avec sur le réseau du Mississippi, des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent, on peut vraiment se promener à l'intérieur de l'Amérique par voie maritime de façon assez facile. OK. Donc, plusieurs forces sur un territoire immense pour la France. Donc, je vais aller placer mes petits Français, voilà. Et pour le même territoire, il y a beaucoup plus d'Anglais. Donc, les Anglais sont en beaucoup plus grand nombre sur le territoire. Ceci va devenir un élément clé de la prise de l'Amérique par les Anglais parce qu'ils vont être beaucoup plus nombreux. La différence entre les Français et les Anglais, c'est que les Français sont seulement là pour des raisons économiques. Okay? Ils sont là pour la fourrure. Oui, ils vont coloniser un peu. Okay? Surtout Québec, Montréal, Trois-Rivières. Les villes aux États-Unis, dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme les États-Unis, beaucoup moins. Les Anglais, par contre, veulent coloniser. Les Anglais veulent s'établir. Faire des villages qui deviendront des villes, multiplier les villages. Eux, ils veulent occuper le territoire et y installer des colons. Okay? Donc, grande différence entre les deux. France, fourrure, plus, raison monétaire économique. Anglais, colonisé. Okay? Donc, ils sont plus nombreux, sont beaucoup plus nombreux. Regardez-moi ça
mes amis. 1690. Donc, c'est l'époque à peu près où on s'est quitté, avant le temps des fêtes. La Nouvelle-France, 14 000. Les colonies anglaises, 210 000. Allons-y pour 20 ans plus tard. 18 000. Petite augmentation. Ici, les colonies anglaises ont presque triplé. Non, pas triplé. Un tiers de plus. OK? On va continuer. Et voilà, 360 000, ça a doublé encore. Nouvelle-France, Miskin sont à 34 000. OK? Oh, 65 000 quand même, ça a doublé en Nouvelle-France. Mais oh, les colonies anglaises, 1 600 000. Oui, oui, ils ont franchi le million. Regardez-moi ça, on va reculer. 1730, 30 ans plus tard, ils sont 1 600 000. Les conflits vont devenir inévitables. L'Amérique commence véritablement à devenir une propriété des Anglais. Donc, les conflits entre la France et l'Angleterre en Europe. Okay? Donc, si on considère la France et l'Angleterre en tant que pays comme des parents, les colonies, on peut les considérer comme des enfants. C'est leurs enfants. Okay? Si deux parents, deux familles se font des conflits, bien sûr que les enfants vont entrer en conflit entre eux, les colonies entre elles, ailleurs dans le monde. Okay? Donc, les colonies sont soumises aux métropoles, elles ne peuvent se battre sans leur accord. Donc, si les colonies veulent se battre, ils peuvent pas. Ils doivent demander la permission aux parents. Si les parents veulent, oui. Si les parents se battent en Europe, on va se battre en Amérique et régler nos comptes. Je vous présente ici une petite vidéo qui se nomme les guerres intercoloniales et on se reparle par la suite. Les guerres intercoloniales. Qu'est-ce que c'est? Les guerres intercoloniales sont des conflits armés entre des colonies rivales. Ces conflits sont généralement provoqués par l'entrée en guerre de leur métropole. Par exemple, lorsque la France et l'Angleterre se déclarent la guerre en Europe, leurs colonies en Amérique du Nord entrent elles aussi en guerre. À la fin du XVIIe siècle, la France et l'Angleterre sont en concurrence pour étendre leurs empires coloniaux. En Amérique du Nord, ces métropoles veulent toutes les deux contrôler les zones de pêche près de Terre-Neuve, ainsi que la traite des fourrures dans les régions des Grands Lacs et de la baie d'Hudson. Pour assurer la défense de son territoire, la Nouvelle-France compte sur plusieurs centaines de soldats des compagnies franches de la marine, plusieurs milliers de miliciens canadiens et de nombreuses nations amérindiennes alliées. De leur côté, les colonies anglaises comptent sur l'appui de la Marine royale d'Angleterre, l'une des plus puissantes flottes de l'époque, ainsi que sur des milices coloniales et quelques nations amérindiennes alliées. Entre 1688 et 1748, les guerres qui éclatent en Europe entraînent 3 guerres intercoloniales en Amérique du Nord. À la fin de chacune de ces guerres, les traités de paix signés par la France et l'Angleterre ont d'importants impacts sur leurs colonies. En 1689, la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui éclate en Europe provoque une première guerre intercoloniale. Cette guerre se termine en 1697 avec la signature du traité de Ryswick. Dans ce traité, la France et l'Angleterre s'engagent à rendre les territoires qu'elles avaient conquis. Par conséquent, leurs possessions restent inchangées en Amérique du Nord. Cependant, certains territoires sont désormais revendiqués par les 2 royaumes, la terre de Rupert, Terre-Neuve, l'Acadie et l'Est de la Louisiane. Après seulement 4 ans de paix, la guerre de succession d'Espagne qui éclate en Europe provoque une 2e guerre intercoloniale. Au cours de cette guerre, les royaumes d'Angleterre et d'Écosse s'unissent pour former le royaume de Grande-Bretagne. Cette 2e guerre intercoloniale prend fin en 1713 avec la signature du traité d'Utrecht.
Les défaites françaises en Europe forcent le roi Louis XIV à reconnaître la souveraineté de la Grande-Bretagne sur plusieurs territoires contestés en Amérique du Nord. La terre de Rupert, l'île de Terre-Neuve et la partie la plus peuplée de l'Acadie où vivent près de 2000 colons d'origine française, les Acadiens. Ce territoire, désormais britannique, devient la Nouvelle-Écosse. En 1740, la guerre de succession d'Autriche, qui éclate en Europe, provoque une troisième guerre intercoloniale. Cette guerre se termine en 1748, avec la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. La France et la Grande-Bretagne s'entendent pour se rendre les territoires conquis pendant la guerre. La forteresse de Louisbourg, prise par les Britanniques en 1745, est alors rendue à la France, en échange de Madras, un comptoir commercial en Inde, pris par les Français en 1746. Malgré le retour de la paix, les tensions restent vives, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Les 13 colonies veulent non seulement étendre leur territoire vers l'ouest, mais aussi en finir une fois pour toutes avec la menace française. Une compagnie de marchands britanniques, la Compagnie de la baie d'Hudson, veut quant à elle se débarrasser de la concurrence des Français pour la traite des fourrures. C'est dans ce contexte de tension et de rivalité que va éclater en 1754 une quatrième guerre intercoloniale qui va sceller le destin de la Nouvelle-France, la guerre de la conquête. Alors, il est question de 3 guerres européennes dans la vidéo qu'on va regarder un peu ensemble. Okay? Les 3 guerres sont les suivantes ici. C'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Okay? La guerre de la Ligue d'Augsbourg, c'est, dans le fond, des pays qui se liguent ensemble, qui se mettent ensemble pour freiner, dans le fond, les désirs d'expansion territoriale de Louis XIV en Europe. Ceci termine par le traité de Ryswick. On va voir ça ensemble. Okay? Guerre de succession d'Espagne. Louis XIV, son petit-fils, c'est le fils du roi d'Espagne. Okay? Le roi d'Espagne meurt et son successeur deviendra donc le petit-fils de Louis XIV. L'Angleterre, pas d'accord avec ça. Okay? Ça va faire une guerre que l'on appelle la guerre de succession d'Espagne. Okay? Ça finit par le traité d'Utrecht. La guerre de succession d'Autriche, un peu la même chose. Les pays sont pas d'accord avec qui on met au pouvoir dans ces pays-là. Succession, ça veut dire qu'il va succéder à la personne qui était là avant. Ça finit par le traité d'Aix-la-Chapelle. Pourquoi on parle de guerre européenne dans un cours d'histoire du Québec? C'est parce que, mes chers amis, toutes ces guerres-là ont des conséquences en Amérique. OK? Donc, c'est ça. Fait que, allons voir ça. OK. Guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688. À la question, monsieur, dois-je connaître la date des guerres et qu'est-ce qui s'est passé dans ces guerres-là? Excusez-moi, j'ai des notifications qui rentrent. Parfait. Donc, c'est ça. Oui, la réponse, c'est oui. OK? Donc, en Amérique, qu'est-ce qui se passe durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg? Monsieur Louis Buade Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, repousse une attaque des Anglais à Québec. Good job! Ça va être la fameuse phrase que vous allez entendre au cours de votre existence à Montréal. Alors, monsieur, je vous répondrai par la bouche de mes canons. C'est Frontenac qui a dit ça alors qu'il était gouverneur de la Nouvelle-France. Il va un peu, comment je pourrais dire, trick les Anglais qui attaquent. Il va leur jouer un tour, puis ça va fonctionner, puis les Anglais vont partir. OK, donc j'ai une vidéo à vous montrer à ce sujet à la fin du cours. OK? Donc, Pierre Lemoine d'Iberville fait des conquêtes à la baie d'Hudson et à Terre-Neuve. Donc, vous voyez, Frontenac, Iberville, c'est des noms de rues, c'est des noms de métro. Voici qui étaient ces gens-là. OK? Donc, voilà le petit trajet de M. d'Iberville. C'est très intéressant. OK. Deuxième guerre, guerre de succession d'Espagne. Okay? Nombreuses batailles autour, donc, durant ce temps en Amérique, nombreuses batailles autour de Terre-Neuve et l'Acadie.
Inquiétez-vous pas, guys, il y a un tableau récapitulatif à la fin de tout ça. Je ne sais pas pourquoi d'Iberville revient, mais c'est comme ça. OK. Donc, conséquence de cette guerre-là, de la succession d'Espagne, cette deuxième guerre-là, c'est que Terre-Neuve et l'Acadie va passer aux mains des Anglais. Encore d'Iberville, je ne sais pas ce qu'il fait. La guerre de succession d'Autriche, cette troisième guerre, donc durant ce temps en Amérique, les Anglais, qu'est-ce qu'ils essayent de faire en Amérique durant cette guerre-là? Ils tentent d'affaiblir l'empire colonial français. Résumé, mes amis, ça, c'est à mettre dans votre cahier d'exercice, c'est le résumé de tout ce qui se passe dans ces guerres-là en Amérique, c'est ce qui nous intéresse. OK? Donc, pour la guerre de la Ligue d'Augsbourg, okay, ça finit par le traité de Ryswick, je l'ai mis en rouge, c'est pas pour rien. Ça redonne à chaque partie les territoires qui ont été pris durant la guerre, donc l'éduction Terre-Neuve, Acadie. Donc, on pourrait dire que la guerre de la Ligue d'Augsbourg en Amérique, match nul, on redonne à l'autre ce qu'on a pris. OK? L'autre, la guerre de succession d'Espagne, ça finit par le traité d'Utrecht. OK? Ça, là, c'est les Anglais qui gagnent. Ils donnent la bénédiction Terre-Neuve et l'Acadie à l'Angleterre. L'Angleterre commence à prendre des forces en Amérique du Nord. OK? Dernière guerre, Aix-la-Chapelle, Louisbourg a été pris durant cette guerre-là. Au traité d'Aix-la-Chapelle, on redonne Louisbourg à la France. OK? Voilà. Et juste pour vous montrer un peu comment ça change en Amérique, donc on voit ici, c'est un territoire contesté en 1700, OK? Avec la guerre de succession d'Espagne. Ça change. C'est maintenant des territoires anglais. OK? Et le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est que Louisbourg va être pris durant la guerre de succession d'Autriche et on va le redonner à la France. Donc, c'est la même carte à la veille de la guerre de la conquête. Alors voilà, guys, c'est le cours d'aujourd'hui. OK? Vous avez la page 216 et 217 à faire, ainsi que le quiz que je vous ai parlé en classe. Si vous n'étiez pas en classe, vous avez manqué ça, vous m'écrivez s'il vous plaît, je vais vous dire comment accéder au quiz. Ça va? Je vous embrasse, faites vos devoirs parce que à partir de 2022, je les vérifie et j'envoie des courriels à vos parents si vos devoirs ne sont pas faits. Donc, je vous aime, j'ai bien hâte de vous revoir le plus vite possible. Salut!